100 km suffisent parfois à inverser un destin économique, surtout lorsqu'un corridor jadis discret dépasse soudain les 300 millions de dollars d'échanges commerciaux annuels entre Accra et Ouagadougou. Sur cette ancienne frontière d'isolement, la file de camions révèle désormais le basculement progressif d'une logique d'aide subie vers un partenariat construit et revendiqué. Au cœur de cette métamorphose régionale, que signifie concrètement pour Ibrahim Traoré et pour les habitants des deux côtés cette route qui prétend incarner une Afrique plus souveraine et plus exigeante envers elle-même? Un horizon inattendu s'ouvre, plus proche, plus concret qu'on ne l'imaginait encore hier. À mesure que la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso devient un axe d'échange soutenu, une promesse précise se dessine. L'espoir d'un partenariat capable de réduire la dépendance ancienne envers l'aide extérieure. Cette promesse, portée par la montée régulière des flux commerciaux, offre un bénéfice clair, un corridor qui transforme l'initiative locale en puissance économique durable. Mais derrière cette ambition, les enjeux restent élevés. Le corridor, même modernisé, demeure exposé à des risques logistiques et sécuritaires que les deux pays doivent absorber sans ralentir la dynamique enclenchée. Les infrastructures doivent tenir la cadence, les retards douaniers doivent se réduire et la stabilité du Sahel demeure un paramètre décisif. L'intérêt majeur de cette évolution, pourtant, est simple. Ce partenariat ne repose plus sur une logique de dépendance, mais sur la capacité des deux États à convertir leurs ressources en valeur ajoutée. Et si la véritable rupture n'était pas le volume des échanges, mais la manière d'en tirer parti. Dans cette transition délicate, chaque avancée devient un test de solidité pour l'avenir du corridor. En 2024, un seuil symbolique a été franchi. Les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso ont dépassé les 300 millions de dollars, révélant une dynamique que beaucoup avaient sous-estimée. Cette progression rapide n'est pas un simple mouvement conjoncturel. Elle marque l'entrée discrète mais réelle d'une nouvelle logique économique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce mini-reveal éclaire un basculement profond. La route qui reliait autrefois deux pays marginalisés dans les circuits commerciaux mondiaux devient désormais une veine stratégique autour de laquelle s'organisent investissements, industrie locale et nouvelles chaînes de valeur. Ce changement prend encore plus de relief lorsque l'on observe la cohérence croissante entre les initiatives ghanéennes et burkinabées, toutes axées sur la souveraineté économique et la transformation locale. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des catalyseurs majeurs, insistant sur la nécessité de sortir de la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures pour bâtir une autonomie réelle. Pendant des décennies, la région avait été enfermée dans un modèle de relations asymétriques, exportation de matières premières, importation de produits transformés et un recours constant à l'aide internationale pour combler les déficits structurels. La création progressive d'un corridor modernisé, soutenu par des investissements ciblés et des réformes douanières, change cette équation. Le Ghana apporte ports, usines et infrastructures logistiques, tandis que le Burkina Faso mise sur la transformation locale de ses ressources agricoles, notamment le coton et le karité. La logique qui se dessine est donc moins une rupture brutale qu'un enchaînement de causes et d'effets. Amélioration des infrastructures, accélération des flux, incitation à la transformation locale, montée progressive d'un sentiment de souveraineté régionale. Cette séquence, encore fragile, devient un laboratoire d'intégration économique intra-africaine. Ainsi, ce corridor n'est plus une simple route. Il incarne un récit collectif où ambition politique, réorganisation industrielle et volonté de souveraineté avancent au même rythme, un pas concret après l'autre. Au-delà des chiffres et des déclarations officielles, ce sont souvent des trajectoires individuelles qui permettent de mesurer les effets précoces d'un corridor en transformation. Sur la route entre Accra et Ouagadougou, plusieurs acteurs locaux deviennent ainsi les témoins privilégiés d'un basculement encore discret, mais déjà perceptible dans leur quotidien. Le premier cas est celui d'un transporteur ghanéen qui opérait autrefois dans un environnement marqué par l'irrégularité et les retards imprévisibles. Avec l'amélioration progressive des points de contrôle et l'installation de nouveaux espaces de traitement des marchandises, il observe désormais une réduction notable des temps d'attente et une meilleure prévisibilité logistique.
Cette stabilité relative, bien qu'imparfaite, a permis d'augmenter la fréquence des trajets et d'envisager des investissements que son entreprise jugeait trop risqués quelques années plus tôt. Le second cas concerne une petite unité de transformation burkinabé spécialisée dans le karité. Avant la modernisation du corridor, la circulation des produits vers le Ghana souffrait d'une fragmentation administrative qui décourageait toute ambition d'expansion. La simplification de certaines formalités et l'accès facilité aux marchés voisins ont progressivement modifié cet équilibre, ouvrant la possibilité d'écouler des volumes plus importants et d'investir dans de nouvelles capacités de production. Ces progrès restent modestes, mais ils démontrent comment une simple amélioration du corridor peut réorganiser les flux de valeur dans des secteurs auparavant sous-exploités. Ces expériences individuelles, multiples et encore inégales signalent pourtant une tendance claire, l'alignement progressif entre infrastructures, initiatives locales et ambitions régionales. Le déclencheur survient bien avant que les premiers camions ne forment une file continue entre Accra et Ouagadougou. Tout commence lors d'un ensemble d'échanges techniques entre délégations ghanéennes et burkinabé, où l'idée d'un corridor réaménagé apparaît d'abord comme une réponse pragmatique à la lenteur chronique des flux régionaux. Ces discussions, tenues dans des salles modestes et loin du regard du public, mettant en évidence les mêmes freins répétés depuis des années. Goulets d'étranglement, pertes financières, retards douaniers, fragmentation administrative. Elles forment la première étincelle. Le moment suivant, plus décisif, se produit lorsqu'une série d'engagements politiques transforme cette intuition en programme structuré. Les deux gouvernements adoptent alors une logique de co-investissement dans laquelle chaque amélioration d'infrastructure s'articule à des mesures de facilitation commerciale. Les priorités se clarifient rapidement: réduire les points de friction, fluidifier les passages transfrontaliers et créer des installations capables d'absorber une montée progressive des volumes. Cette séquence établit le socle du corridor moderne. Le Forum d'investissement du Ghana à Ouagadougou en 2025 marque ensuite une rupture tangible. Ce rendez-vous, présenté au départ comme un événement technique parmi d'autres, sert de catalyseur à une série d'annonces publiques. Les deux capitales déclarent vouloir moderniser l'ensemble de l'axe Accra-Ouagadougou. Cette volonté s'accompagne d'une feuille de route incluant port sec, zones industrielles, nouveaux dépôts de stockage et simplification douanière. Ibrahim Traoré soutient alors que cette coopération constitue l'un des leviers essentiels pour passer d'une économie extractive à une économie de transformation. À partir de ce point, le climax s'installe progressivement. Les travaux d'infrastructure débutent. De nouvelles unités de stockage apparaissent. Les routes secondaires menant au corridor principal sont renforcées. Les premiers effets sont visibles dans les flux. Davantage de camions, davantage d'allers-retours, davantage de produits transformés circulant vers les marchés urbains. Ce mouvement, encore partiel, crée toutefois une pression plus forte sur les chaînes logistiques. Les contrôles doivent s'adapter, les entreprises recalibrent leurs capacités et les administrations accélèrent la digitalisation de certains documents. Le corridor cesse d'être un simple axe routier pour devenir une architecture en évolution constante. L'aftershock, lui, se manifeste dans les réactions successives qui suivent la mise en place des premières installations. Plusieurs entreprises ghanéennes réévaluent leur stratégie d'accès aux marchés intérieurs burkinabés. Des transformateurs burkinabés envisagent d'étendre leurs lignes de production afin de capter plus de valeur localement. Les flux agricoles gagnent en régularité. Le secteur du coton burkinabé, longtemps dépendant de chaînes d'exportation extérieures, commence à réorganiser ses volumes en fonction des opportunités nouvelles. Même des acteurs plus modestes, tels que les coopératives ou les petits logisticiens, réévaluent leurs perspectives grâce à une meilleure prévisibilité du transport. Dans le même temps, des zones d'incertitude persistent. La situation sécuritaire du Sahel, toujours fragile, peut influer sur la stabilité des flux. Les autorités tentent d'anticiper ces risques par la création de mécanismes de protection plus robustes. Les administrations frontalières poursuivent leurs efforts pour réduire les temps d'attente sans affaiblir la sécurité des échanges. Cette vigilance permanente fait partie intégrante de la consolidation du corridor. Chaque phase, déclencheur, climax, réplique, construit un mouvement continu qui dépasse les événements isolés. Ce corridor devient ainsi un espace vivant,
façonnée par des décisions politiques, des investissements, des réactions locales et des ajustements constants. L'objectif est clair, une dynamique capable de résister aux tensions extérieures tout en consolidant les gains internes. Les progrès du corridor Accra-Ouagadougou s'observent d'abord dans les données brutes. 3 chiffres précisément sélectionnés résument la trajectoire actuelle: 300 millions de dollars d'échanges bilatéraux en 2024, 25% de réduction des coûts logistiques grâce au corridor commercial Sahel et 30% de hausse des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso. Ces indicateurs ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais ils dessinent un mouvement cohérent où infrastructure, logistique et transformation locale convergent. Le premier chiffre, les 300 millions de dollars d'échanges, représente plus qu'une simple croissance nominale. Il signale la stabilisation progressive d'une relation économique longtemps freinée par la dépendance externe et la fragmentation administrative. Ce volume consolide la crédibilité d'un corridor destiné à absorber plus de flux. Cette progression, portée par le dynamisme de secteurs tels que l'agroalimentaire, le textile et les produits transformés, repose sur l'intention claire des deux pays d'utiliser leurs ressources internes plutôt que d'importer systématiquement des produits finis. La montée du commerce bilatéral constitue ainsi un miroir où se reflète l'ambition de bâtir une souveraineté économique régionale. Le deuxième indicateur, une réduction de 25% des coûts logistiques, confirme l'effet direct des investissements conjoints dans les infrastructures. Les ports secs récemment installés, l'amélioration des routes secondaires et la réorganisation des zones de stockage ont raccourci le trajet physique et administratif des marchandises. Cette réduction améliore immédiatement la rentabilité des chaînes de valeur locales. Les transporteurs multiplient les rotations, les unités de transformation stabilisent leurs approvisionnements et les pertes liées au retard diminuent. Le corridor gagne en fluidité, ce qui encourage les acteurs privés à revoir leur stratégie et à intégrer de nouveaux segments de marché. Même si cette amélioration reste conditionnée à la stabilité sécuritaire du Sahel, elle illustre un ajustement opérationnel devenu indispensable à la compétitivité régionale. Le troisième chiffre, une hausse de 30% des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso, révèle un changement structurel. Cette progression touche principalement les produits alimentaires transformés, les textiles, les médicaments et les intrants industriels. Elle traduit une volonté d'exporter des biens à valeur ajoutée plutôt que de continuer à dépendre du cycle traditionnel des matières premières. Cette croissance reflète l'effet direct d'une meilleure intégration industrielle régionale. Du côté burkinabé, la transformation locale du coton ou du karité réduit progressivement la dépendance à l'exportation brute. Du côté ghanéen, la diversification des exportations soutient une industrie qui cherche à s'ancrer dans un marché ouest-africain plus intégré et plus stable. Les deux économies s'éloignent lentement du schéma historique où chaque pays exportait ce qu'il produisait sans coordination ni vision commune. Ces 3 chiffres, pris ensemble, composent un récit plus précis que de longues déclarations politiques. Ils montrent comment une coopération calibrée, centrée sur la transformation locale, peut modifier en profondeur la mécanique commerciale d'une région. Ils rappellent également que cette dynamique, bien que robuste, demeure fragile si elle n'est pas accompagnée par des améliorations continues en matière de sécurité, de coordination institutionnelle et de capacités industrielles. Le corridor ne gagne pas seulement en volume, il gagne en structure, en cohérence et en intention. Dans cette équation évolutive, les données ne sont pas des symboles. Elles sont les marqueurs d'une trajectoire qui commence à s'affirmer. 2 lectures coexistent aujourd'hui autour du corridor Accra-Ouagadougou et chacune s'appuie sur des arguments solides. La première, optimiste, voit dans l'essor des échanges intra-africains une preuve tangible que la région peut enfin sortir d'un modèle économique fondé sur l'aide extérieure. Les partisans de cette vision rappellent que les 300 millions de dollars d'échanges en 2024, l'augmentation des exportations transformées et la réduction des coûts logistiques constituent des signaux structurants. Ils indiquent un mouvement réel, mesurable, déjà visible dans les flux, dans les investissements et dans l'émergence progressive d'industries locales. Pour cette école de pensée, le corridor n'est pas simplement un axe routier. Il est un mécanisme d'apprentissage collectif qui renforce la capacité des deux pays à produire, transformer et négocier
à partir de leurs propres ressources. Face à cette lecture ambitieuse, une position plus sceptique rappelle les zones d'incertitude. Les analystes prudents soulignent que la stabilité du Sahel demeure fragile, que les infrastructures restent inégales selon les territoires et que la modernisation douanière n'a pas encore éliminé les lenteurs structurelles. Ils mettent également en avant le risque d'une dépendance excessive à un partenaire régional unique. Si la dynamique intra-africaine progresse, elle pourrait aussi réduire la diversification commerciale nécessaire à la résilience économique. Pour cette approche, le corridor est une avancée importante, mais qui repose sur une architecture encore vulnérable aux chocs géopolitiques et logistiques. Pourtant, lorsque l'on place ces deux analyses côte à côte, une réponse s'impose. Les données ne promettent ni miracle ni effondrement. Elles montrent un système en transition, capable de gains rapides, mais dépendant d'ajustements continus. La réduction des coûts logistiques de 25% n'est pas une garantie absolue, mais un signal opérationnel qui prouve que les améliorations ciblées produisent des effets immédiats. La hausse de 30% des exportations ghanéennes n'annule pas les risques sécuritaires, mais elle révèle la montée d'une logique industrielle plus intégrée. Ainsi, le Stillman ne consiste pas à choisir entre optimisme ou scepticisme, mais à reconnaître que la trajectoire actuelle, bien que fragile, repose sur des mécanismes concrets, coordination, transformation locale, investissement et ajustement continu. Le corridor progresse parce qu'il s'adapte. Le basculement devient visible. La première moitié du parcours du corridor avait posé les bases et testé les capacités logistiques, mais c'est à ce stade intermédiaire qu'un changement qualitatif s'affirme réellement. Les flux ne se contentent plus d'augmenter, ils se réorganisent, et cette réorganisation modifie la nature même des échanges entre le Ghana et le Burkina Faso. Une dynamique plus intégrée apparaît, portée à la fois par les investissements en infrastructures et par la transformation locale des produits. Dans cette phase charnière, le rôle d'Ibrahim Traoré se précise à travers une orientation assumée vers la souveraineté économique. Cette orientation, souvent perçue comme un slogan politique lors de ses premières interventions, se traduit désormais en actions mesurables, montée de la transformation interne, recentrage des chaînes de valeur, encouragement aux industries locales. La cohérence entre discours et application crée un levier supplémentaire pour consolider les progrès du corridor. Au même moment, les entreprises ajustent leur stratégie, certaines accélèrent leur production pour répondre à la demande régionale, d'autres explorent les débouchés créés par la réduction des coûts logistiques. Les transporteurs, quant à eux, constatent une meilleure prévisibilité des délais, ce qui rend les opérations plus fiables. Ce midpoint révèle ainsi moins une rupture qu'un réalignement. Le corridor n'avance plus seulement en volume, mais en maturité. Les effets du corridor modernisé ne se limitent plus aux intentions politiques. Ils se matérialisent dans les décisions, les investissements et les comportements de 4 groupes clés. Chacun en tire des bénéfices spécifiques, mais chacun voit aussi les limites et les conditions nécessaires pour que la dynamique se maintienne. 1. Pour les gouvernements, les administrations du Ghana et du Burkina Faso constatent une montée progressive de l'autonomie économique. La réduction des formalités douanières facilite la planification budgétaire, tandis que les infrastructures nouvelles renforcent la capacité à absorber l'augmentation des flux commerciaux. Cette coordination réduit la dépendance aux aides extérieures et permet de canaliser davantage de ressources vers les secteurs productifs. Les deux États doivent pourtant gérer un défi constant, maintenir la sécurité le long du corridor, surtout dans les zones proches du Sahel. La vision souverainiste soutenue par Ibrahim Traoré inscrit ce partenariat dans une stratégie de long terme, mais cette stratégie exige stabilité, continuité administrative et investissement soutenu. 2. Pour les entreprises. Les entreprises ghanéennes bénéficient d'un accès élargi au marché burkinabé, en particulier pour les produits transformés, les médicaments et les intrants agricoles. Les unités burkinabées, de leur côté, tirent profit de la transformation locale du coton, du karité ou des produits agroalimentaires. La baisse des coûts logistiques de 25% améliore leur marge opérationnelle et encourage l'expansion. Toutefois, cette nouvelle dynamique accroît aussi la concurrence régionale, obligeant les entreprises à innover plus vite. La stabilité des flux devient alors un facteur stratégique. 3.
Pour les populations locales, les effets les plus tangibles se situent dans l'emploi et l'accès aux opportunités économiques. L'essor des zones de stockage, des ports secs et des unités de transformation crée des postes pour les jeunes, souvent en manque de perspective. Les formations techniques lancées pour accompagner les nouveaux besoins industriels ouvrent la voie à des trajectoires professionnelles moins dépendantes de l'informalité. Cependant, les bénéfices restent inégalement distribués. Les régions éloignées du corridor voient peu de changements et la sécurité demeure une préoccupation majeure pour les populations rurales. Le corridor trace une avancée réelle, mais encore partielle. 4. Pour la communauté internationale. Les observateurs extérieurs perçoivent dans ce partenariat un exemple de réorganisation économique interne à l'Afrique. Le modèle Ghana-Burkina Faso oblige les institutions traditionnelles de coopération à reconsidérer leurs approches. Certaines y voient une opportunité de soutenir des projets basés sur la production locale, d'autres redoutent une remise en cause de leur rôle historique. Les effets de réputation deviennent alors déterminants. Une trajectoire cohérente pourrait attirer de nouveaux investisseurs, tandis qu'un ralentissement mettrait en lumière les fragilités structurelles de la région. Les trajectoires possibles du corridor Accra-Ouagadougou se dessinent désormais avec davantage de précision. Elles couvrent 3 scénarios distincts, chacun dépendant de variables déjà identifiées. Stabilité, coordination institutionnelle et continuité des investissements. Aucun de ces chemins n'est garanti, mais chacun s'appuie sur des dynamiques visibles dans les données actuelles. 1. Scénario de base. Continuité maîtrisée. Dans cette projection, les flux continuent de croître à un rythme modéré. Les infrastructures mises en service en 2024 et 2025 fonctionnent de manière régulière, même si certaines zones du corridor nécessitent encore des ajustements. Les échanges progressent entre 10 et 15% sur un an, soutenus par la transformation locale du coton et du karité et par l'exportation de produits alimentaires transformés. Les gouvernements maintiennent des liens politiques solides, tandis que les acteurs privés consolident leur stratégie. Le Sahel demeure instable, mais les dispositifs de sécurité permettent au corridor de rester opérationnel. Ce scénario repose sur la discipline administrative et la gestion continue des risques. 2. Scénario optimiste, accélération régionale. Ici, l'intégration s'élargit rapidement à d'autres pays voisins. Le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire rejoignent des initiatives logistiques ou industrielles liées au corridor, créant une zone de circulation plus vaste. Les investissements dans les infrastructures énergétiques, les chaînes de froid et les unités de transformation stimulant les exportations régionales. Les échanges pourraient s'élever de 20 à 25% en un an, d'autant que la diversification sectorielle attire de nouveaux investisseurs. La stabilité sécuritaire relative ouvre la voie à des corridors complémentaires. Ce scénario voit le corridor devenir une plateforme stratégique pour l'ensemble du Sahel. 3. Scénario pessimiste, ralentissement sous contrainte. La dégradation sécuritaire dans certaines zones du Sahel pourrait peser lourdement sur les flux. Les coûts logistiques remonteraient, les retards administratifs réapparaîtraient et les investissements seraient retardés. Le corridor fonctionnerait encore, mais de façon intermittente, obligeant les entreprises à réduire leur volume ou à contourner certaines étapes. La croissance des échanges plafonnerait, tandis que les unités de transformation locale souffriraient d'approvisionnement irrégulier. Ce scénario rappelle que l'intégration économique reste vulnérable aux chocs externes et aux tensions régionales. Les effets du corridor Accra-Ouagadougou ne concernent pas uniquement les institutions ou les entreprises. Ils redessinent aussi la manière dont plusieurs groupes de citoyens perçoivent leur avenir économique. Chaque groupe voit une opportunité différente, mais tous observent que la dynamique régionale commence à dépasser le cadre habituel de l'aide extérieure. 1. Les jeunes actifs et étudiants. Pour cette génération, longtemps confrontée à un marché du travail saturé, l'essor des zones de transformation et des infrastructures logistiques ouvre des trajectoires professionnelles jusque-là limitées. Les centres de formation technique créés pour accompagner les nouveaux besoins industriels leur offrent des compétences plus directement liées à la réalité économique régionale. L'horizon n'est plus exclusivement tourné vers la migration ou l'attente de programmes internationaux. Il s'élargit par des opportunités tangibles générées localement.
2. Les entrepreneurs et petites unités de production. Beaucoup perçoivent dans le corridor une possibilité rare, accéder à un marché régional plus vaste sans devoir supporter les coûts logistiques autrefois prohibitifs. Les petites unités burkinabées, notamment dans le karité ou l'agroalimentaire, profitent d'un meilleur écoulement de leurs produits. Les entrepreneurs ghanéens utilisent le corridor pour tester des extensions commerciales plus rapides. Cette nouvelle fluidité favorise l'expérimentation, encourage la transformation locale et renforce l'idée que la valeur ajoutée peut être créée sans dépendre d'importations coûteuses. 3. Les habitants vivant à proximité du corridor. Ceux qui résident le long des axes modernisés éprouvent les changements de manière plus directe. L'activité économique génère des emplois dans la logistique, le transport ou les services auxiliaires. Les marchés locaux se diversifient grâce à l'arrivée régulière de marchandises. Pourtant, ces bénéfices s'accompagnent aussi d'attentes. Plus de sécurité, une meilleure organisation du transport routier et des infrastructures durables pour éviter les congestions croissantes. Ces trois groupes montrent que le corridor ne change pas seulement les flux, il transforme les perspectives individuelles. L'étape suivante du corridor exige une méthode précise. Les progrès réalisés montrent un potentiel solide, mais la consolidation dépend d'une feuille de route rigoureuse, partagée entre gouvernements, entreprises et acteurs locaux. Les actions doivent être mesurables, limitées dans le temps et alignées avec la vision de souveraineté économique, souvent rappelée par Ibrahim Traoré. 1. Stabiliser les infrastructures critiques, 0-12 mois. Les deux États doivent renforcer les routes secondaires, sécuriser les zones sensibles et moderniser les points de contrôle. Les agences techniques ghanéennes et burkinabes mèneront les travaux, tandis que les autorités frontalières coordonneront les installations douanières. L'impact se mesurera par les temps moyens de transit et la réduction des interruptions logistiques. Accélérer la transformation locale, 0-18 mois. Les ministères du commerce et de l'industrie doivent soutenir les petites unités de transformation du coton, du karité ou des produits alimentaires. Des incitations fiscales ciblées encourageront l'investissement dans de nouvelles capacités. Les résultats se vérifieront par la part de produits transformés dans les flux régionaux. Cette étape renforce directement la cohérence avec la vision économique portée par Ibrahim Traoré. 3. Harmoniser les procédures douanières, 6-12 mois. Les administrations doivent digitaliser davantage les documents, réduire les contrôles redondants et synchroniser les plateformes d'enregistrement. Une équipe conjointe Ghana-Burkina Faso supervisera l'application des règles. La performance se mesurera par les délais de dédouanement et le taux de conformité en première vérification. 4. Former les compétences locales, 6-24 mois. Les centres de formation professionnelle développeront des programmes liés à la logistique, à la transformation et à la maintenance industrielle. Les gouvernements fourniront le cadre, les entreprises offriront les stages et les opérateurs du corridor accueilleront les apprentis. L'efficacité sera mesurée par le nombre d'employés formés et intégrés dans les chaînes de valeur. Ces 4 étapes rendent la progression plus robuste, plus lisible et plus durable. Les trajectoires individuelles évoquées plus tôt, comme celle du transporteur ghanéen ou de la petite unité de karité burkinabé, reprennent ici toute leur importance. Ces micro-histoires, modestes mais révélatrices, montrent que le corridor ne prend sens que lorsqu'il transforme réellement la vie de ceux qui le parcourent ou qui en dépendent.